François Perrin, 32 ans, célibataire. Il y a ce génie de l'écriture qui est Weber et qui trouve en Pierre Richard un porte-drapeau de sa comédie extraordinaire. Il y a cette espèce de personnage un peu lunaire, un peu décalé. Il est tellement vivant avec cette espèce de pureté enfantine, de poésie, de maladresse. Le film de Francis Weber, c'est le film que je peux regarder avec mon fils, quoi. Distraire les gens, c'est pour moi, ça fait partie de notre métier, c'est noble. J'ai eu ce qu'on appelle la dépression du succès. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus? J'avais dit, Francis créait des Ferrari pour moi. J'étais dans une Ferrari sur une autoroute. Là, c'est bon ? Ouais, super. Là, on est bon. Première. Ma première collaboration artistique avec Pierre, c'est sur l'agence intérim que j'ai faite pour la télé, c'est-à-dire une série, ma seule série. Après, j'ai abandonné. Prête ? Allez, on y va. C'est là où je l'ai découvert, c'est-à-dire qu'il devait descendre les escaliers d'une banque, où les autres faisaient un hold-up et ça distrayait les deux gardiens de la banque. Sur une musique de swingé, musique de jazz, je descendais donc, on peut dire en dansant, et je traversais la pièce. Et j'ai découvert la corporelle de Pierre à ce moment-là. C'était un fabuleux danseur. Il avait une souplesse de corps incroyable. Et ensuite, on a bavardé ensemble et je lui ai dit, je te trouve extraordinaire, on va faire un film ensemble, j'en suis sûr, un jour. C'était quand même le début de Francis et de moi, sans savoir tout ce qui allait suivre entre lui et moi. La première image que j'ai de Pierre Richard, je pense qu'on est nombreux à la partager, c'est cette musique de Cosma. C'est lui. Et puis lui qui descend l'escalier, l'escalator là, de l'aéroport, dans le grand blond avec une chaussure noire. Le grand blond avec une chaussure noire. Qui est écrit par Francis Weber. Et ce film va permettre à Pierre Richard d'avoir un succès non pas national, mais international, puisque le film va voyager dans tous les pays du monde. Il ira même jusqu'à New York. Il a travaillé aux États-Unis, j'en étais sûr. So blonde with black shoe, el gran rubio con el zapato negro. C'était un succès mondial. L'arrivée de Pierre Richard dans cet escalator, pour moi, c'est l'arrivée de Pierre Richard dans le cinéma français, quoi. Il y en a qui montent les marches, lui, il descend l'escalator. Dans les années 80, je suis avec ma grand-mère dans le canapé le dimanche et on se regarde un film où il y a Pierre Richard, quoi. C'est le fameux film familial. Je voudrais réhabiliter pour lui un terme qui est complètement oublié de notre vocabulaire artistique, c'est fantaisiste. Fantaisiste, c'est obligé d'être personnel, c'est une invention personnelle entre le mime, une gestuelle et surtout une grâce personnelle. On avait grandi avec De Funès, Bourvil, Fernandel. Et du coup, c'était voilà la nouvelle grande figure de la comédie française. Il a une gestuelle, il a une façon de bouger qui est propre à lui, qui me fait penser à la comédie musicale américaine. Il a des gestes tout en souplesse. Ce violoniste qui se fait prendre pour le grand espion, faut avoir l'idée de génie quand même de partir là-dessus. Puis il y a cette scène de la fameuse robe. Ça s'est bien passé, le concert ? Yves Robert avait tout fait pour que Pierre ait la réaction la plus naturelle possible. Cette espèce comme ça, quand il est complètement soufflé, il paraît qu'il n'était pas au courant que la robe allait descendre si bas. Et je pense que j'aurais eu la même réaction sur le plateau. Mon premier souvenir de cinéma, c'était Le Retour du Grand Blond, que j'ai vu au Cinoche. Et avant, c'était le cinéma du dimanche soir, le fameux cinéma du dimanche soir. Et puis après, j'ai vu Le Distrait. C'est vraiment un film que j'ai regardé, mais 50 fois. Ce personnage comme ça, un peu lunaire, on pouvait plus s'identifier à Pierre Richard qu'à De Funès ou enfin à mon âge, si tu veux. C'était son deuxième film, je crois, après Le Distrait. Et je me souviens de m'être dit, pour un deuxième film, ce gars, dis donc, il est sûr, il est précis, il est en même temps bon camarade puisqu'il jouait. On est sur des gags visuels, des absurdes, c'est des véritables cascades parfois, quoi. Il avait une maîtrise déjà assez impressionnante, je trouve. On aura tout vu, encore écrit par Francis. Cette fois-ci, c'était Georges Lautner qui était le metteur en scène.
Georges était un amour. C'était le seul qui pouvait vous parler et s'endormir tout à coup au milieu d'une phrase. Ça m'a toujours frappé. Il disait, tu comprends? Je vais te dire. J'ai dit, tiens, il réfléchit, pas du tout, il dormait. J'aimais beaucoup le scénario. D'ailleurs, j'ai jamais ne pas aimé les scénarios de Francis. On avait l'impression qu'il était destiné à écrire des films pour moi. Francis avait toujours des réticences sur les metteurs en scène qui montaient ses films. J'ai toujours été un peu déçu par les metteurs en scène avec qui je travaillais parce que quand tu écris, tu as une note de musique dans la tête pour le dialogue. Et quand eux indiquaient la note de musique, c'était pas la mienne. J'ai dit, Francis, au lieu d'être toujours insatisfait des metteurs en scène qui tournent tes scénarios, ben fais-les toi-même. J'aurais peut-être pas osé de moi-même et j'aurais fait une belle connerie, employons le mot, parce que en ayant fait le dîner de con, je peux me servir de ce mot. Alors, j'avais mis un copain, un ami, c'est pas un copain, c'est un ami à moi, Marco Picot, mais c'était peut-être pas forcément une bonne idée parce que Marco, que je connaissais avec moi, ça allait très bien, parce qu'on avait les mêmes affinités. Marco Picot était conseiller technique de Francis Weber. Ils avaient des personnalités un peu opposées, ce qui fait que Marco Picot, petit à petit, prenait la place du metteur en scène. Et je lui ai dit, mais je veux pas que tu mettes en scène mon film, je vais apprendre. Et il s'est tiré. À ce moment-là, bon, j'étais seul. Et Sauté a dit une chose très juste, il a dit, quand tu tournes, il y a 1 millier d'axes possibles quand tu filmes. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais devenir en face de ça? Même si tu as fait comme moi 19 scénarios. Mais j'avais peur en passant sur le plateau. Très peur. C'est l'histoire de l'homme le plus riche de France qui dit à son fils, vas-y, va dans le magasin et achète-toi ce que tu veux. Et le môme rentre dans le magasin et dit, je veux ça. Ça. Le Zorro? Non. Le cosmonaute? Non, ça. Donc d'un seul coup, il devient la petite poussière dans les rouages de la vie de cet homme très, très calibré avec son fils qu'il a 15 jours par an. Et il vient perturber les rapports entre Éric Rambalcochet et son père. C'est un sujet profond, c'est un sujet grave, c'est un sujet qui parle du pouvoir de l'argent. Et puis aussi, il y avait les rapports père-fils, des rapports père-fils sur lesquels je suis très sensible parce que j'ai moi-même eu un manque de rapport avec mon père. Lorsque j'ai fait ces 4 films, où effectivement il y a un problème de paternité, je ne savais pas à l'époque que Pierre avait eu le même problème. Je dis que j'ai raté mon père. C'est pour faire un raccourci. Mon père a perdu sa situation quand la guerre est arrivée. Et après, j'ai eu de la compassion pour lui. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe. En psychanalyse, paraît-il, il faut d'abord tuer le père, c'est-à-dire lui trouver des défauts pour pouvoir prospérer toi-même. Et là où est le talent de Francis, c'est aussi d'en faire une comédie. Et je signale en passant que c'est peut-être de tous les films que j'ai faits, j'en ai fait quand même pas mal, peut-être c'est le film que j'ai préféré. Pierre m'a paru une évidence. Parce que les comiques sont déjoués d'une certaine manière. Pourquoi ces films repassent et repassent? Parce qu'ils sont vus par les enfants en majorité. Ils ont tout à coup un acteur génial, mais qui joue avec son corps.